Le cri déchira la nuit parisienne comme un éclat de verre brisé. Samuel, les yeux écarquillés, fixait sa mère agenouillée sur le tapis usé du salon, ses mains tremblantes serrant une pile de photos volées à son téléphone, lui, enlacé avec Théo sous les lumières tamisées d'un bar de Marais. « Mon fils, mon unique, comment as-tu pu » sanglota T.L., sa voix un mélange de fureur et de désespoir filial. Et dans ce silence qui suivit, Samuel sentit son cœur se fissurer, car il savait que ces mots n'étaient que le début d'une guerre qu'il n'avait pas choisie. Paris, cette ville des amours éternels, s'était muée en prison pour Samuel. À 25 ans, il arpentait les rues étroites du quartier latin avec l'élégance d'un fantôme, son manteau noir flottant comme une cape de secret. Fils unique d'une famille bourgeoise effritée, il avait grandi dans l'ombre imposante de l'hôtel de ville, où sa mère, Claire, régnait en tant que conservatrice au musée Carnavalet. Elle, avec ses tailleurs impeccables et son chignon impeccable, incarnait l'image de la France intemporelle, fière, rigide, impitoyable envers ce qui déviait de la norme. Samuel, lui, était son reflet déformé, un historien en herbe, passionné par les révolutions oubliées, mais terrifié par celles qui grondaient en lui. Ce soir-là, alors que la pluie automnale martelait les vitraux de l'appartement haussmannien, Claire avait fouillé son téléphone. Elle l'avait trouvé, ce fil d'Ariane de tendresse interdite, des messages chuchotés à Théo, des selfies volés dans la lumière crue d'un café du boulevard Saint-Germain. « Je t'aime, mon amour, malgré tout », avait écrit Samuel, et ces mots avaient été le déclencheur. Claire, veuve depuis 10 ans, avait vu en son fils l'ultime bastion de son lignage. « Pas mon Samuel », murmura-t-elle pour elle-même, les larmes coulant sur ses joues poudrées. Elle se releva, le dos droit comme une lame, et composa un numéro qu'elle avait gardé en mémoire depuis des années, celui d'un thérapeute spécialisé dans les réorientations affectives. Samuel, ignorant encore la tempête, courait sous la averse vers le métro. Son cœur battait au rythme des souvenirs de Théo, ce garçon aux yeux verts comme les parcs de Versailles, rencontré lors d'une exposition sur les poètes maudits. Théo était étudiant en cinéma à la Sorbonne, un rêveur aux cheveux ébouriffés et au sourire qui désarmait les défenses les plus solides. Leur première nuit avait été un tourbillon, un baiser volé dans l'ombre de Notre-Dame, puis des heures passées à explorer les contours de leur corps, comme si le monde entier se résumait à cette alcôve improvisée dans un hôtel de la rive gauche. « Tu es ma révolution », avait murmuré Théo, ses doigts traçant des cartes invisibles sur la peau de Samuel. Et Samuel avait cru, pour la première fois, qu'il pouvait être entier. Mais le lendemain matin, le monde bascula. Claire l'attendait dans la cuisine, une tasse de thé fumante entre les mains, son visage un masque de sérénité forcée. « Assieds-toi, mon chéri. Nous devons parler. » Sa voix était douce, trop douce, comme le miel qui cache le poison. Samuel obéit, sentant un froid glacial remonter le long de son échine. Elle posa les photos sur la table, une à une, comme des cartes d'un jeu truqué. « Qui est ce ? » Théo, demanda-t-elle, le nom prononcé comme une malédiction. Samuel blêmit, ses lèvres s'entr'ouvrirent sans qu'aucun son n'en sorte. « Maman, balbutia-t-il enfin. Mais elle l'interrompit d'un geste impérieux. « Tu es perdu, Samuel. Perdu dans une illusion perverse. Mais je vais te sauver. J'ai déjà pris rendez-vous. Demain, au cabinet du docteur Lefebvre. Il t'aidera à redevenir normal. » Le mot « normal » résonna comme un coup de feu. Samuel se leva d'un bond, renversant sa chaise. « Tu ne peux pas faire ça. C'est ma vie, » hurla-t-il, les veines de son cou saillant sous la peau. Claire ne broncha pas, ses yeux, d'un bleu glacial, le transpercèrent. « Ta vie ? Et la mienne, alors ? Je t'ai élevé seul, sacrifié tout pour toi. Et toi, tu me remercies en souillant notre nom. » Les mots s'enfoncèrent comme des dagues, et Samuel s'effondra, les larmes coulant librement. Il pensa à Théo, à leur dernière promesse, quoi qu'il arrive, on s'en sort ensemble. Mais comment, quand la forteresse familiale se refermait comme un étau? Les jours suivants furent un brouillard de tension. Claire, avec une efficacité militaire, organisa tout, des sessions hebdomadaires avec le docteur Lefebvre, un homme au sourire carnassier et au diplôme douteux, qui parlait de « fluidité refoulée » et de « thérapie cognitivo-comportementale ». Samuel y alla la première fois, le cœur lourd, assis dans un fauteuil de cuir craquelé, écoutant les questions insidieuses « Qu'est-ce qui t'attire chez les hommes ? Est-ce une blessure d'enfance ?» Il répondit du bout des lèvres, son esprit ailleurs, invoquant l'image de Théo pour ne pas sombrer. Mais chaque soir, rentrant dans l'appartement imprégné d'odeurs de lavande et de regrets,
il affrontait le regard scrutateur de sa mère. « Tu verras, ça ira mieux, disait-elle, posant une main sur son épaule, un geste qui, autrefois tendre, était devenu une chaîne. Théo, de son côté, sentait la distance grandir comme une faille tectonique. Leur rendez-vous se raréfiait, Samuel prétextait des problèmes familiaux, évitant les appels, les textos devenant des murmures sporadiques. « Qu'est-ce qui se passe, Sam ? Parle-moi » implorait Théo dans un message vocal, sa voix craquelée par l'inquiétude. Samuel l'écoutait en boucle, seul dans sa chambre aux murs tapissés de livres jaunis, se demandant s'il pouvait vraiment tout avouer. La peur le paralysait, et si Théo le quittait, lassé de ce secret qui empoisonnait tout? Et si sa mère avait raison, et que cet amour n'était qu'une phase, un caprice adolescent prolongé? Un soir de novembre, sous un ciel plombé qui promettait la neige, Samuel craqua. Il rejoignit Théo au café de Flore, ce sanctuaire des intellectuels où Sartre avait autrefois disséqué l'absurde. Théo l'attendait à une table en terrasse, emmitouflé dans un écharpe rouge, ses yeux s'illuminant comme des phares dans la brume. Enfin, souffla-t-il en se levant pour l'embrasser à un baiser furtif, mais chargé d'électricité. Ils s'assirent, commandèrent des croissants tièdes et du café noir, et Samuel déversa tout, les photos, les séances, les nuits blanches hantées par le désespoir de Claire. Théo écouta en silence, sa main serrant celle de Samuel sous la table, un ancrage dans la tempête. « Elle a peur, Sam dit, peur de te perdre. Mais ça ne change rien à nous. » Ces mots étaient un baume, et pour la première fois depuis des semaines, Samuel respira. Pourtant, le répit fut bref. Claire, flairant la rébellion, intensifia ses efforts. Elle fouilla de nouveau, cette fois les mets, et découvrit les billets de train pour un week-end à Lyon à un cadeau surprise que Théo avait prévu pour leurs 6 mois. La rage la consuma, elle annula les billets au nom de Samuel, prétextant une urgence familiale. Pire encore, elle contacta l'université, insinuant auprès d'un professeur complice que son fils traversait une crise identitaire qui pourrait affecter ses études. Samuel la prit par un coup de fil glacial du doyen, « Nous veillons sur vous, monsieur Duval. Prenez soin de vous. » La trahison le frappa comme un uppercut, sa mère, cette femme qu'il avait idolâtrée, le démantelait pièce par pièce. La nuit suivante, l'affrontement éclata. Samuel rentra tard, l'odeur de vin et de tabac froid sur ses vêtements, vestige d'une soirée arrosée avec Théo dans un cabaret underground du Marais. Claire l'attendait dans le vestibule, les bras croisés, un dossier sous le bras, des brochures sur des cliniques en Suisse, des témoignages de guérison miraculeuse. « C'est pour ton bien, déclara-t-elle, sa voix chevrotante. Samuel explosa. « Mon bien? Tu me traques, tu mens, tu me voles ma vie. Je t'aime, maman, mais je ne suis pas ton pantin. » Les mots volèrent comme des flèches, elle riposta avec des souvenirs, le père mort trop tôt, les sacrifices, la solitude qui l'avait rongée. « Si tu persistes, je te renie. Plus d'héritage, plus de toi. Choisis. » Samuel choisit. Il quitta l'appartement à l'aube, un sac à dos sur l'épaule, le cœur en miettes. Il se réfugia chez Théo, dans un studio exigu du 11e arrondissement, où les murs suintaient d'humidité mais vibraient de musique indie et de rires complices. Théo l'accueillit sans question, ses bras un refuge contre la tourmente. Ils firent l'amour ce matin-là, lentement, comme pour sceller un pacte, corps entrelacés sous les draps froissés, souffle mêlé dans la lumière filtrée des volets. « On va s'en sortir » murmura Théo, traçant des cercles sur le dos de Samuel. Et pour un instant, Paris redevint une ville d'amour possible. Mais Claire ne lâcha pas. Elle lança une campagne silencieuse, appel aux amis communs, insinuations auprès de la famille éloignée, même une lettre anonyme à l'université de Théo, accusant Samuel des influences néfastes. La rumeur se répandit comme une traînée de poudre dans les cercles bourgeois, Samuel se vit isolé, ses invitations à des dîners familiaux rayées d'un trait. Théo, lui, vacilla sous la pression, ses propres parents, traditionalistes de province, apprirent la nouvelle et menacèrent de couper les vivres. « Je t'aime, mais c'est dur », avoua-t-il un soir, les yeux rougis par l'insomnie. Samuel, rongé par la culpabilité, se demanda si leur amour valait tous ses sacrifices. Le chaos trao survint un soir de Noël, sous les guirlandes scintillantes des Champs-Élysées. Claire avait tendu un piège, un faux message de Samuel invitant Théo à une réconciliation familiale, dans un restaurant chic de l'avenue Montaigne. Théo y alla, naïf et plein d'espoir, pour trouver Claire seule, un verre de champagne à la main. « Je sais tout », dit-elle calmement, son regard perçant comme une lame. « Laissez mon fils tranquille.
Il mérite mieux qu'un. Comme vous. Théo, abasourdi, tenta de défendre leur amour, mais Claire déchaîna sa fureur, des accusations de manipulation, de corruption morale, des larmes théâtrales qui firent tourner les têtes des dîneurs. Blessé, Théo s'enfuit, composant frénétiquement le numéro de Samuel, « Elle m'a détruit. Je ne peux plus. » Samuel, apprenant la trahison par un appel paniqué, courut à travers la ville enneigée, ses bottes claquant sur les pavés gelés. Il trouva Théo effondré sur un banc près de la place de la Concorde, le visage tuméfié par le froid et le chagrin. « C'est fini, samedi. Ta mère a gagné. » Ces mots brisèrent quelque chose en Samuel, une innocence perdue, un rêve d'amour pur. Il s'agenouilla, prit le visage de Théo entre ses mains gantées. Non. On ne la laisse pas gagner. Ils s'embrassèrent là, au milieu de la foule indifférente, un acte de défi contre le monde entier. Les semaines suivantes furent un combat acharné. Samuel entama une thérapie réelle, avec un psychologue ouvert d'esprit, apprenant à naviguer ses blessures d'enfant, l'absence du père, la pression maternelle d'être parfait. Théo, lui, confronta ses propres doutes, trouvant du soutien dans une association LGBT de la capitale. Ensemble, ils reconstruisirent, brique par brique, des soirées calmes dans des librairies du quartier latin, des promenades main dans la main le long de la Seine, ignorant les regards obliques. Samuel écrivit une lettre à Claire, des pages et des pages de vulnérabilité, « Je suis ton fils, maman, gay ou pas aime-moi tel que je suis, ou perds-moi pour toujours. » Claire lut la lettre seule, dans le salon vide, les ombres des meubles dansant à la lueur d'une lampe. Les mots la frappèrent comme un miroir brisé, elle vit son propre reflet, une femme terrifiée par le vide, projetant ses peurs sur l'être qu'elle aimait le plus. Des nuits entières, elle erra dans Paris, visitant les lieux de leur enfance, le Luxembourg où elle le poussait sur les balançoires, le Louvre où il dessinait des nus avec émerveillement. Lentement, une fissure s'ouvrit en elle. Elle contacta un groupe de soutien pour parents d'enfants LGBTQ+, écoutant des histoires qui faisaient écho à la sienne, des mères qui avaient perdu leur fils par orgueil, et celles qui les avaient reconquis par humilité. Le dénouement arriva au printemps, sous un ciel azur qui lavait les cicatrices de l'hiver. Samuel et Théo, désormais inséparables, organisaient leur première exposition commune, des photos de Théo narrant les « amours cachés » de l'histoire française, commentées par les essais de Samuel. L'événement se tenait dans une galerie du Marais, bondée de curieux et d'amis acquis au fil des épreuves. Claire se présenta à la porte, vêtue d'une robe simple, ses cheveux lâchés pour la première fois depuis des lustres. Samuel la vit de loin, son cœur se serrant dans un mélange de peur et d'espoir. Elle s'approcha, les mains tremblantes tendant une petite boîte, un médaillon ancien, celui de son grand-père, gravé d'une devise oubliée, « M sans chaîne ». « Je suis désolée, mon fils », murmura-t-elle, la voix brisée. « J'ai eu peur. Peur de ne pas te mériter. » Samuel, les larmes aux yeux, l'enlaça un geste qui scella le pardon. Théo, à ses côtés, observa en silence, puis tendit la main, « Bienvenue dans notre famille, Madame Duval. » Claire la serra, un sourire timide naissant sur ses lèvres. Paris, cette éternelle séductrice, les enveloppa de sa grâce. Samuel et Théo marchèrent ce soir-là le long des quais, doigts entrelacés, tandis que Claire les suivait à distance, apprenant à lâcher prise. L'amour, comprit Samuel, n'était pas une ligne droite, mais un fleuve sinueux, bordé de conflits et de réconciliations. Et dans cette ville de lumière, ils avaient allumé la leur une flamme humaine, imparfaite, mais indéfectible. La galerie bruissait encore des échos de la soirée, verres qui teintent, rires étouffés, flashs d'appareils photo capturant les ombres élongatètes des œuvres accrochées aux murs blanchis. Samuel se tenait en retrait, un verre de vin rouge à la main, observant Théo au centre de la pièce. Ce dernier, rayonnant, expliquait à un groupe d'étudiants l'inspiration derrière sa série, Les Amants de l'ombre, ceux que l'histoire a effacés, comme Verlaine et Rimbaud, ou les couples anonymes des bals masqués du XVIIIe siècle. Sa voix, chaude et assurée, portait comme une caresse, et Samuel sourit malgré lui, se rappelant leur propre nuit masquée, où le monde s'effaçait au profit de murmures et de peaux. Claire, assise sur un tabouret bas près de la fenêtre, sirotait un jus de pomme, un choix symbolique, abstinent, comme pour expier ses excès passés. Elle observait son fils avec une tendresse nouvelle, mêlée d'une curiosité presque enfantine. Il a changé, pensa-t-elle, notant la assurance dans sa posture, la façon dont ses yeux s'illuminaient quand il croisait ceux de Théo. La boîte du médaillon gisait ouverte sur ses genoux, le bijou pendant comme un talisman de trêve. Elle se leva, s'approchant d'un panneau où une photo la captiva, deux silhouettes enlacées sous la pluie, floues mais évocatrices, légendées,
puis sur le pont des Arts, 2024. C'est vous, demanda-t-elle doucement à Théo, qui se tourna, surpris mais pas hostile. Oui, madame. Une nuit où Paris nous a conspiré. Théo répondit avec une politesse désarmante, ses yeux verts pétillants d'une malice contenue. Claire hocha la tête, touchant du bout des doigts le cadre. C'est beau. Dangereusement beau. Les mots échappèrent, lourds de sous-entendus, mais Théo perçut la sincérité sous-jacente. L'amour l'est toujours, un peu. Ils partagèrent un silence complice, brisé par l'arrivée de Samuel, qui glissa un bras autour de la taille de Théo. Tout va bien, s'enquille, jetant un regard interrogateur à sa mère. Elle sourit un vrai sourire, ridant les coins de ses yeux. Mieux que bien. Je suis fier de toi, Samuel. La soirée s'acheva tard, les invités se dispersant dans la nuit printanière, emportant avec eux des catalogues et des promesses de retour. Samuel, Théo et Claire marchèrent ensemble vers le métro, un trio improbable sous les néons clignotants. La conversation coula, hésitante au début, Claire évoqua ses souvenirs du musée, les expositions sur les arts décadents qu'elle avait autrefois censurées par prudence. Samuel parla de son mémoire en cours, une thèse sur les identités fluides dans la littérature post-révolutionnaire. Théo, le lion joyeux, raconta des anecdotes de tournages étudiants, faisant rire Claire pour la première fois depuis des mois. Au moment de se séparer, elle serra Samuel contre elle. Reviens dîner, un de ces soirs. Avec lui. Lui, était une victoire, petite mais immense. De retour dans le studio de Théo, l'air chargé d'euphorie résiduelle, Samuel et Théo s'effondrèrent sur le lit défait. C'était réel, hein, murmura Samuel, sa tête nichée au creux de l'épaule de Théo. Ce dernier caressa ses cheveux, humides de la rosée nocturne. Plus que réel. C'est notre nouvelle normalité. Leurs lèvres se trouvèrent, un baiser lent qui s'approfondit, explorant les contours familiers avec une urgence renouvelée. Les vêtements glissèrent au sol, révélant des corps marqués par les épreuves ou une cicatrice sur l'épaule de Samuel, souvenir d'une chute enfantine, les tatouages discrets de Théo, déclaration d'indépendance. Ils s'aimèrent avec une tendresse féroce, chaque caresse un serment contre l'oubli, chaque gémissement un écho de leur résilience. Les mois suivants tissèrent un cocon fragile mais tenace. Samuel acheva sa thèse, défendue avec brio devant un jury impressionné, Théo obtenant un stage chez une maison de production indépendante. Claire, de son côté, initia un changement radical, elle organisa une exposition au Carnavalet sur « Les voies marginales de l'histoire queer française », consultant Samuel pour le commissariat. Les critiques furent mitigées, certains la taxèrent d'opportunisme, mais pour elle, c'était une rédemption personnelle, un pas vers l'empathie. Elle invita même le groupe de soutien parental à un vernissage, brisant son isolement séculaire. Pourtant, les ombres persistaient. Un après-midi pluvieux, Samuel reçut un appel anonyme, une voix masculine, rauque, l'avertissant que « ta mère n'a pas tout dit ». Intrigué, il fouilla l'appartement de Claire lors d'une visite, découvrant un tiroir secret, des lettres jaunies, adressées à un certain Julien, postées des années plus tôt. Les mots, passionnés et désespérés, parlaient d'un amour interdit à un homme, rencontré lors d'un voyage à Berlin, que Claire avait fui par peur du scandale. « Je ne peux pas être cela, Julien. Pas pour notre fils à venir. » Samuel, le cœur battant, comprit, sa mère, hantée par ses propres démons, avait projeté sur lui la guerre qu'elle avait perdue contre elle-même. La révélation le secoua comme un séisme. Il confronta Claire lors d'un thé dominical, étalant les lettres sur la table de marbre. « Pourquoi m'as-tu caché ça ?» demanda-t-il, la voix tremblante de colère contenue. Claire pâlit, ses mains se crispant sur sa tasse. « Parce que j'avais honte, Samuel. Honte d'avoir aimé un homme comme toi, Théo. J'ai choisi la sécurité, le mensonge, et ça m'a rongé. Quand je t'ai vu. Comme lui, j'ai paniqué. J'ai voulu te sauver ou pour me sauver moi. » Les larmes coulèrent, authentiques cette fois, et Samuel, au lieu de fuir, l'étreignit. « On guérit ensemble, maman. Pas en niant, mais en acceptant. » Théo, apprenant l'histoire, réagit avec sa sagesse coutumière. C'est pour ça qu'elle s'est battue si fort. L'amour la terrifie, parce qu'elle sait à quel point il coûte. Ils décidèrent d'organiser une retraite familiale, un week-end à la campagne normande, dans une maison louée près d'Étretat. Les falaises blanches, battues par les vagues, devinrent le décor d'une catharsis. Claire parla pour la première fois de Julien, de leur passion fugace, des nuits volées à l'ombre du mur.
Samuel et Théo partagèrent leurs propres peurs, la trahison, l'isolement, la fragilité de leur lien. Autour d'un feu de cheminée, des verres de cidre à la main, ils rirent, pleurèrent, se touchèrent, un trio uni par les cicatrices. De retour à Paris, l'amour de Samuel et Théo fleurit en actes concrets. Ils adoptèrent un chat errant, un rouquin nommé Rimbaud, qui ronronnait sur leurs genoux lors des soirées cinéma. Théo tourna un court-métrage inspiré de leur histoire, Écho interdit, sélectionné au Festival de Clermont-Ferrand. Samuel publia un essai dans une revue littéraire, plaidant pour une histoire queer revisitée. Claire, transformée, devint marraine d'une association, témoignant anonymement pour aider d'autres mères égarées. Mais la vie, cruelle dans sa beauté, réservait encore des épreuves. Un soir d'été, lors d'une fête sur les berges de la Seine, Théo s'effondra soudainement en une crise d'angoisse fulgurante, vestige d'un trauma enfoui, son propre coming out forcé à 16 ans, rejeté par son père. Samuel le serra contre lui, ignorant les regards, tandis que Claire, présente par hasard, accourut avec une bouteille d'eau et des mots apaisants, « Respire, mon garçon. Nous sommes là. » Ce « nous » marqua un tournant. Théo, une fois remis, murmura à Samuel, « Ta mère. Elle est devenue notre alliée. » L'automne apporta une nouvelle couche à leur tapisserie. Samuel reçut une offre d'enseignement à l'université de Lyon, une promotion tentante mais qui impliquait un déménagement. Théo, lié à Paris par son travail, hésita. Claire, sentant le vent tourner, proposa une solution inattendue, « Installez-vous chez moi. L'appartement est grand, et j'ai appris à vivre avec l'amour. » La décision fut prise lors d'un dîner improvisé, rire, toast au futur, et un baiser volé sous la table qui fit rougir Claire mais elle rit, un rire libérateur. Ainsi, dans le tourbillon des saisons parisiennes, leur histoire s'écrivit en nuances de gris et d'or, conflits apaisés, trahisons pardonnées, un amour qui, tel le vin de Bordeaux, s'enrichissait du temps. Samuel, regardant Théo dormir à ses côtés, le médaillon au cou, se dit que la correction n'était pas dans le changement, mais dans l'acceptation, une leçon que même les cœurs les plus désespérés pouvaient apprendre. L'hiver revint, drapant Paris d'un manteau de givre qui craquelait sous les pas pressés des passants. Samuel et Théo s'étaient installés dans l'aile ouest de l'appartement haussmannien, transformant d'anciennes chambres d'amis en un nid bohème, posters de films de New Queer Cinéma au mur, étagères croulant sous les vinyles de Gainsbourg et les éditions rares de Proust. Claire, dans son domaine oriental, avait cédé du terrain avec grâce à un vase Ming déplacé pour faire place à une plante grimpante, un tapis persan roulé pour libérer l'espace d'un tapis berbère coloré. C'est vivant, maintenant, commentait-elle parfois, un sourire en coin, en apportant un plateau de croissants frais le dimanche matin. Leur routine s'établit en un ballet harmonieux, matin paresseux où Théo filmait des plans flous de Samuel encore ensommeillé, café partagé avec Claire devant les infos aux débats enflammés sur les droits LGBTQ+, où elle prenait désormais parti avec une ferveur convertie. Samuel enseignait 3 jours par semaine à la Sorbonne, ses cours sur « les narrations subversives », attirant une foule d'étudiants curieux, dont certains venaient pour Théo, le « cinéaste en herbe » mentionné dans les brochures. Les soirées étaient sacrées, dîner à 3, où Claire apprenait à cuisiner des plats provençaux revisités, ou escapade au cinéma Le Reflet, temple des films indépendants. Pourtant, sous cette surface lisse, des courants souterrains agitaient les eaux. Claire, malgré ses progrès, luttait contre des rechutes nocturnes, des rêves où Julien revenait, accusateur, murmurant « tu as fui, et maintenant tu paies ». Elle se réveillait en sueur, descendant à la cuisine pour un thé à la camomille, croisant parfois Samuel qui veillait tard sur ses notes. Ces rencontres improvisées devinrent des confessions chuchotées, elle lui raconta les détails de sa liaison berlinoise, les clubs underground où la techno pulsait comme un cœur affolé, les promesses brisées au lever du jour. Samuel écoutait, absorbant la vulnérabilité de cette femme qu'il avait vue comme une forteresse, réalisant qu'elle était, comme lui, un assemblage de failles et de forces. Théo, quant à lui, portait le poids de son passé comme un backpack invisible. Son court-métrage avait été acclamé, mais le succès attira des ombres. Un producteur influent, lors d'une after-party, avait glissé une main trop familière sur sa cuisse, murmurant des offres discrètes. Théo avait repoussé, mais l'incident rouvrit des plaies, le souvenir de son père, un ouvrier rigide de Lille, qui l'avait surpris avec un camarade d'école et l'avait battu, criant « Pas dans ma maison ». Samuel, sentant la tension, organisa une thérapie de couple non pas pour réparer, mais pour fortifier. Dans le cabinet lambrissé d'un psychologue du 5e, ils déballèrent leurs bagages, les jalousies fugaces, les peurs d'abandon, les joies simples comme un regard complice dans la foule. Un week-end prolongé à Deauville apporta un répit salin. La mer normande, grise et rugissante,
balayaient les impurestés. Ils louèrent une villa art déco face à la plage, Claire invitée pour la première fois. Les jours s'écoulèrent en promenade vantée, où Théo filmait les vagues en slow-motion, Samuel ramassait des coquillages pour en faire des métaphores littéraires, et Claire, emmitouflée dans un châle, lisait des biographies de Virginia Woolf à voix haute. Le soir, autour d'une table chargée de fruits de mer, ils jouèrent à « Vérité ou conséquence », un jeu innocent qui vira au profond. Claire avoua son regret le plus cuisant, celui de ne pas avoir écrit à Julien une dernière fois. Théo confessa son rêve secret. Réaliser un biopic sur un couple gay de la belle époque. Samuel révéla sa terreur persistante, celle de ne pas être « assez » pour Théo. La conséquence fut un pacte scellé par un câlin collectif sous les étoiles. Nous nous choisissons, jour après jour, sans condition. Ce moment, gravé dans le sel marin, devint leur encre. De retour à Paris, ils lancèrent un podcast collaboratif, Voix cachée, où Samuel narrait, Théo produisait, et Claire intervenait comme la convertie. Les épisodes, diffusés sur une plateforme niche, attirèrent une communauté fidèle des jeunes en questionnement, des parents en doute, des amoureux en quête de visibilité. Les messages affluaient, « Merci, vous m'avez sauvé, ma mère écoute avec moi, c'est un miracle. » Mais le destin, ce farceur parisien, réservait un coup de théâtre. Au printemps suivant, Claire reçut une lettre postée de Berlin, cachetée d'un sceau fané. Julien, vieilli mais vivant, avait lu un article sur l'exposition du Carnavalet et décidé de briser le silence. « Je ne cherche pas à raviver les cendres, écrivait-il, mais à honorer ce que nous fûmes. Viens-moi voir, si tu l'oses. » Claire, le papier tremblant entre les doigts, en parla à Samuel lors d'un déjeuner aux Inques du Procope. « Et si c'était ma seconde chance ?» Samuel, après un silence, répondit, « C'est ta vie, maman. » Vis-la pleinement. Elle partit seule, un billet TGV en poche, le cœur un mélange de terreur et d'excitation juvénile. Berlin l'accueillit avec sa froideur haussmannienne non, prussienne, ses cafés enfumés et ses murales street art criant la liberté. Julien l'attendait dans un parc près de l'Asprey, grisonnant mais les yeux toujours vifs. Leur réunion fut un film en noir et blanc, embrassade maladroite, rire nerveux, promenade le long du fleuve où les mots coulaient enfin libres. J'ai eu un fils, Claire. Adopté, après toi. Il est gai, lui aussi. Et fier. Ces mots la désarmèrent, elle pleura, pour les années perdues, pour les chemins non pris. De retour, transformée, Claire organisa un dîner d'annonces, Samuel et Théo autour de la table, un rosé de Provence décanté. J'ai revu Julien. Et je vais le revoir. Souvent. Samuel leva son verre, Théo sourit largement. À l'amour qui renaît. Ce toast scella une nouvelle ère. Claire, désormais grand-mère d'esprit pour leur communauté en ligne, encourageant Samuel à publier un livre, Corriger l'incorruptible, un mémoire sur la famille queer. L'été les trouva en escapade collective, un road trip vers la Provence, voiture chargée de pique-niques et de playlists éclectiques. Les champs de lavande ondulaient comme des vagues violettes, les villages perchés offraient des terrasses ombragées. Théo captura tout en vidéo, un journal intime roulant, Samuel écrivit des haïkus sur des serviettes en papier, Claire, enfin légère, dansa un soir au son d'un accordéon de rue, tirant Théo dans une valse improvisée. Samuel, observant, sentit une plénitude rare, l'amour n'était pas possession, mais expansion à un cercle qui s'élargissait, embrassant les passés et les avenirs. Pourtant, une ombre plana lors d'une halte à Avignon, un appel de l'hôpital. Julien, victime d'une chute, réclamait Claire. Elle partit en hâte, laissant Samuel et Théo en suspens. Les heures d'attente furent un purgatoire, promenade silencieuse le long du Rhône, main serrée comme un talisman. La nouvelle arriva au crépuscule, Julien s'en sortirait, avec une jambe plâtrée et un cœur reconnaissant. Claire revint le lendemain, les yeux brillants. Il m'a pardonné. Et moi, je me pardonne. Ce périple les lia plus fort, un fil d'Ariane tissé de vulnérabilité partagée. De retour à Paris, sous les feuilles jaunissantes des platanes, Samuel et Théo célébrèrent leur anniversaire de « Renaissance », 2 ans depuis la tempête initiale. Un dîner intime au Fouquet's, puis une nuit dans une suite de l'hôtel Plaza Athénée, où les draps de soie devinrent témoins de leur passion réaffirmée. « Toujours toi », souffla Samuel, corps contre corps. « Éternellement nous », répondit Théo. Claire, de son côté, entama une correspondance avec Julien, lettres manuscrites, photos jointes, promesses de voyage. Elle encouragea Samuel à inviter le groupe parental pour un atelier d'écriture, raconter vos histoires, pour les guérir. Le succès fut modeste mais poignant, une mère, lors d'une session,
serra Claire dans ses bras, vous m'avez donné l'espoir. Ainsi, au fil des jours qui s'allongeaient, leur saga familiale s'enrichit de strates, amours multiples, guérison collective, une humanité reconquise. Samuel, écrivant la dédicace de son livre, pensa, dans cette ville de passion contrariée, nous avions réécrit le script non pour corriger, mais pour embrasser l'imparfait. L'automne 2026 enveloppa Paris d'une mélancolie dorée, les feuilles des Tuileries virevoltant comme des confettis d'un carnaval fané. Samuel, désormais assistant professeur, arpentait les couloirs de la Sorbonne avec une aisance nouvelle, son manuscrit en gestation sous le bras à un projet qui le consumait autant qu'il le nourrissait. Les nuits, il tapait furieusement sur son ordinateur portable, les touches cliquetant comme un morse d'idées refoulées, chapitres sur la psychanalyse freudienne revisitée, entretien avec des survivants de thérapie conversionnelle, et un fil rouge personnel, tissé de sa propre odyssée. Théo, immergé dans le montage de son premier long-métrage, rentrait tard, les yeux cernés mais pétillants, rapportant des anecdotes de plateaux chaotiques, imagine, une scène d'amour gay sous la pluie, et l'acteur principal qui glisse sur une flaque. Claire, elle, naviguait entre deux mondes, les vernissages guindés du Carnavalet et les cafés berlinois où Julien, en convalescence, l'attendait avec des bouquets de roses fanées. Leur retrouvaille était un mélange de tendresse et de maladresse, dîner dans des brasseries de mythes, promenade le long du Landwehr Canal où ils évoquaient les « et si » du passé. Julien, professeur de philosophie retraité, la défiait intellectuellement, l'amour n'est pas une maladie à guérir, Claire, mais une énigme à vivre. Elle rentrait à Paris revigorée, mais avec une mélancolie sous-jacente, la conscience que le temps, ce voleur discret, égrenait ses heures. Un soir de novembre, alors que la bruine enveloppait la ville comme un voile de deuil, Samuel reçut un mail inattendu, une invitation à une conférence TEDx à Lyon, sur « les identités narratives dans un monde binaire ». Théo, excité, insista « Vas-y, c'est ta chance de toucher des milliers ». Claire, lors d'un appel depuis Berlin, ajouta « Parle pour nous tous, mon fils. Pour ceux qui se cachent encore ». Samuel accepta, mais l'angoisse le rongeait, et si sa voix tremblait, si les mots lui manquaient face à l'auditoire? Théo organisa une répétition impromptue dans le salon, lumière tamisée, Claire en spectatrice critique, applaudissant à la fin avec un « bravo », mais plus d'émotion dans la voix. Le jour J, Lyon s'ouvrit à lui comme une sœur aînée, ses traboules sombres, ses bouchons lyonnais fumants. Sur scène, sous les projecteurs crus, Samuel dénoua son histoire, le cri de sa mère, le baiser salvateur de Théo, la rédemption tardive. Corriger l'amour, c'est le nier. Acceptez-le, et il vous libérera. Les applaudissements crépitèrent comme une averse d'espoir, backstage, des larmes et des accolades. Théo, qui avait fait le voyage en secret, l'attendait avec un bouquet de lys, pour mon orateur préféré. La nuit lyonnaise fut une célébration, chambre d'hôtel aux draps empesés, corps enlacés dans une danse lente, murmure de gratitude contre la peau. De retour, le buzz de la conférence propulsa le podcast « Voix cachée » dans les charts, invitations radio, partenariat avec des assos, même un spot sur France Inter. Claire, fière, organisa une fête, le grand salon transformé en lounge, traiteur provençal, Julien invité via Zoom depuis son appartement berlinois. Les invités, amis, collègues, membres du groupe parental formaient un kaléidoscope humain, rire fusant, danse spontanée sur du Daft Punk remixé. Théo, micro en main, filmait des témoignages improvisés, Samuel circulait, serrant des mains, sentant pour la première fois qu'il appartenait à quelque chose de plus grand. Mais la joie porta ses fruits amers. Julien, lors d'une visite à Paris, confia à Claire un secret, un diagnostic de cancer, stade précoce mais insidieux. Je ne regrette rien, sauf de ne pas t'avoir assez aimé. Claire, dévastée, rentra dans une spirale de soins, recherche médicale, rendez-vous oncologique, nuit blanche à compiler des dossiers. Samuel et Théo, témoins de son effondrement, prirent le relais, Théo cuisinait des soupes réconfortantes, Samuel lisait à voix haute des romans feel-good. Tu n'es pas seul, répétait-il en chœur, écho d'un mantra appris dans l'adversité. L'hiver s'alourdit de cette ombre. Claire accompagna Julien à ses chimiothérapies berlinoises, revenant amaigri mais résolu. Il se bat, et moi avec lui, disait-elle, un sourire farouche aux lèvres. Samuel, inspiré, intégra ce combat dans son livre, un chapitre sur « L'amour face à la finitude », entretien avec des couples queer confrontés à la maladie. Théo, de son côté, pivota son film vers un récit plus intime, une histoire d'amour intergénérationnel, avec des flashbacks sur des secrets familiaux. Un Noël sous tension les réunit, Claire et Julien à Paris, l'appartement paré de guirlandes minimalistes pas d'excès, par respect pour la fragilité.
Le dîner fut un rituel de guérison, toast aux santé, chant de table gauchis par l'émotion, cadeau symbolique, un album photo pour Julien, rempli de clichés de Samuel enfant, un bracelet gravé, force, pour Claire. Théo, en chef d'orchestre, lança un karaoké, La vie en rose, pour Claire, non, je ne regrette rien, pour Julien, et un duo émouvant de Samuel et Théo sur Alléluia, de Cohen, voix chevrotante mais pure. Le nouvel an apporta un tournant, Julien, en rémission partielle, proposa à Claire un voyage pas une fuite, mais une reconquête, l'Italie, berceau des amours renaissants. Elle accepta, laissant Samuel et Théo veiller sur l'appartement. Ces 2 semaines solitaires furent un cadeau empoisonné, liberté totale, mais hantés par l'absence. Ils explorèrent Paris comme des touristes amoureux, croisière sur la Seine au crépuscule, pique-nique au Père-Lachaise sous la tombe d'Oscar Wilde, nuit folle dans des clubs du Marais où la house pulsait comme un cœur affolé. C'est nous, sans filet, murmura Théo un soir, leur corps luisant de sueur et de désir. Samuel acquiesça, mais une pointe de vide le traversa, l'amour, si pur en diade, s'épanouissait en triade. Claire revint rayonnante, des photos de gondoles vénitiennes en poche, un anneau simple à l'annulaire, pas un mariage, mais un engagement. À 60 ans, on recommence, rit-elle, serrant Julien contre elle. Samuel, ému, organisa une cérémonie informelle, jardin du Luxembourg au printemps, amis conviés, vœux échangés sous un cerisier en fleurs. Théo filma, Samuel officia, et Paris applaudit en silence, ses fontaines murmurant une bénédiction liquide. L'été les dispersa joyeusement, Théo en festival à Cannes, Samuel en résidence d'écriture à la Villa Médicis, Claire et Julien en croisière méditerranéenne. Les appels quotidiens tissaient le lien, anecdotes hilarantes, confidences chuchotées, plans pour un Noël élargi. Samuel acheva son livre, dédié à ceux qui corrigent par amour et apprennent à aimer sans. Les épreuves de Galais arrivèrent comme un trophée, Théo, premier lecteur, versa une larme sur la page finale. Mais septembre ramena une alarme, un étudiant de Samuel, un jeune homme timide nommé Lucas, confia lors d'un bureau hour son désespoir coming out forcé, mère en déni, idée suicidaire. Samuel, revivant son propre cauchemar, l'orienta vers des ressources, mais l'incident le hanta. Il en parla à Théo lors d'une nuit agitée, et si j'avais craqué, comme lui? Théo le serra fort, tu n'as pas. Et maintenant, tu sauves. Ensemble, ils lancèrent un atelier gratuit à la Sorbonne, narrer son identité, ouvert à tous, modéré par Claire comme voix parentale. L'atelier devint un phare, Lucas y trouva sa voix, écrivant une nouvelle publiée dans une revue, d'autres suivirent, un réseau de solidarité naissant. Claire, touchée, invita Julien à en témoigner un zoom émouvant où l'allemand, voix rauque, parla de résilience, l'amour queer est une philosophie, vivre pleinement, malgré. Ainsi, au cœur de l'automne renaissant, leur cercle s'élargit, amour multiple, lutte collective, une humanité qui, en s'ouvrant, guérissait les failles. Samuel, promenant Rimbaud le chat sur les toits, se dit que la correction ultime était l'acceptation non imposée, mais conquise, goutte à goutte, comme la pluie qui polit les pavés parisiens. L'hiver 2027 s'annonça avec une douceur inhabituelle, la neige saupoudrant les toits de Montmartre comme un sucre glace sur un macaron. Samuel, promu titulaire, voyait son livre, Corriger l'incorruptible, grimper dans les classements des librairies Goncourt, des critiques élogieux dans Le Monde et Libération saluant son témoignage poignant et universel. Les dédicaces devinrent un rituel, file d'attente au pied de la tour Eiffel, étudiants émus serrant son exemplaire, parents hésitants cherchant réconfort dans ses mots. Théo, dont le long-métrage, Ombres amoureuses, avait raflé un prix au César du meilleur premier film, jonglait entre interview et casting, son agenda un tourbillon de spotlight. Claire et Julien, installés à mi-temps entre Paris et Berlin, incarnaient une romance tardive et radieuse, week-end à Bruges pour les canaux romantiques, dîner chez des amis artistes à Kreuzberg. Claire, promue directrice adjointe du Carnavalet, lança une série d'expos permanentes sur Queer Paris, des Lumières à aujourd'hui, avec Samuel comme consultant et Théo en charge des projections. Julien, en rémission stable, enseignait des séminaires en ligne sur la philosophie queer, citant souvent Claire comme « ma muse revenue ». Leur vie familiale, ce cocon élargi, vibrait d'une harmonie précaire. Les dimanches étaient sacrés, brunch au pain quotidien du Marais, où Rimbaud quémandait des miettes sous la table, conversation croisant actualité et souvenirs. Un matin de janvier, cependant, une fissure apparut, Théo, lors d'un appel avec son agent, a pris une offre hollywoodienne, un rôle de consultant sur un blockbuster queer à Los Angeles. C'est énorme, samedi. Mais partir? Samuel, feignant l'enthousiasme,
sentit un vide s'ouvrir, vas-y. C'est ton rêve. Mais intérieurement, la peur le rongeait et si la distance aiguisait les regrets, si l'Amérique, avec ses lumières factices, éclipsait leur intimité parisienne? Claire, sentant le malaise lors d'un thé, confronta Samuel, ne le retiens pas par peur. L'amour vrai libère. Ces mots, imprégnés de sa propre reconquête, le frappèrent. Il en parla à Théo lors d'une promenade nocturne le long du canal Saint-Martin, bateaux amarrés endormis, reflets lunaires dans l'eau noire. J'ai peur de te perdre, mais plus peur de te brider. Va, et reviens-moi entier. Théo l'embrassa, un baiser salé de larmes contenues, 6 mois, pas plus. Et on Skype tous les jours, comme des ados. Le départ de Théo, en mars, fut une déchirure masquée en fait, aéroport d'Orly bondé d'amis, Claire offrant un foulard tissé à Berlin, Samuel glissant une lettre dans la poche de sa veste des vœux d'amour, avec un poème de Verlaine. Les premiers jours furent un supplice, appel à des heures décalées, Théo décrivant les palmiers de Venice Beach, Samuel partageant les premiers bourgeons du Luxembourg. Claire, pilier discret, invita Samuel à des escapades, un concert de Barbara Pravi à l'Olympia, une expo sur Monet où ils disséquèrent les nymphéas comme des cœurs flottants. Pourtant, la solitude aiguisait les doutes. Samuel, lors d'une dédicace à Strasbourg, croisa un admirateur insistant à un éditeur charmant, aux yeux bleus et aux compliments affûtés. Rien ne se passa, mais le frisson le troubla, était-ce de la tentation, ou juste le vide? Il en confia à Claire lors d'une confidence nocturne, et si notre amour n'était qu'une phase? Elle rit doucement, l'amour est toujours une phase, Samuel. Ce qui compte, c'est le choix quotidien de la renouveler. Julien et moi, on le sait mieux que quiconque. Théo, de son côté, naviguait les mirages de Ella, pool party factice, avance de costard, le sentiment d'être un exotique, French boy. Un soir, ivre de Gélag et de Margarita, il appela Samuel en pleurs, c'est vide ici, sans toi. Hollywood vend du rêve, mais le mien est à Paris. Ces mots furent un baume, ils planifièrent une visite, Samuel en mai, billet payé par les royalties du livre. La réunion à LAX fut un film romantique, Théo attendant avec un panneau ridicule, mon Parisien rebelle, embrassade vorace ignorant les regards. Les jours suivants furent un tourbillon, balade sur la Hollywood Walk of Fame, où Théo pointa son étoile future, dîner taillé à Silver Lake, corps enlacés sur un canapé défoncé, une nuit à Malibu, vague pacifique comme un pot infini. C'est bien, mais ce n'est pas nous, conclut Théo, déclinant l'offre pour un contrat européen. Samuel rentra regonflé, leur lien trempé dans l'océan du manque. L'été apporta des récoltes, le film de Théo sélectionné à Cannes, le livre de Samuel traduit en anglais, l'expo de Claire primée aux European Museum Awards. Ils célébrèrent en Croatie, invités par Julien, île d'Almade turquoise, villa blanchie à la chaux, dîner de poulpe grillé sous les étoiles. Claire et Julien, main dans la main, dansaient des slows sur du jazz balkanique, Samuel et Théo, nageant nus dans une crique cachée, scellaient leur fidélité avec des rires et des promesses. Automne vit naître un nouveau chapitre, l'adoption d'un chiot, une bâtarde nommée Colette, joyeuse pagailleuse qui unifiait le foyer. Claire, grand-mère autoproclamée, tricotait des écharpes minuscules, Julien, en visite, philosophait sur « l'amour canin comme métaphore queer ». Le podcast évolua en série docu, diffusée sur Arte, avec épisodes sur des histoires vraies ou dont la leur, anonymisées mais reconnaissables. Un soir de décembre, sous la première neige, ils se réunirent pour un Noël anticipé, sapin orné de photos ou le baiser sous la pluie, la cérémonie au Luxembourg, les selfies de Ella. Claire leva son verre, à nous, famille choisie. Julien ajouta, et à l'amour qui corrige les cœurs, sans les briser. Samuel, Théo à ses côtés, sentit la boucle se boucler, de la désespoir maternel à cette plénitude, Paris avait été le creuset. Des années plus tard, gris mais serein, il se souviendrait de ce parcours comme d'un roman, cadet dramatique, émotif, romantique, humain. Samuel écrirait l'épilogue, l'amour n'est pas à corriger, il est à cultiver, fleur fragile dans le jardin des possibles. Et sous les lumières éternelles de la ville lumière, il continuerait d'écrire, chapitre après chapitre, une histoire d'acceptation infinie.